Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Bienvenue à cette action, donc ce rendez-vous sectoriel sur les métiers de l'accompagnement et de l'aide à domicile. Je vois que vous êtes déjà nombreux à réagir dans le chat. Merci beaucoup. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui effectivement pour un rendez-vous sectoriel. Comme vous le savez, donc, les métiers de l'accompagnement et de l'aide à domicile recrutent et sont en tension en Bretagne. Et le contexte socio-démographique va accentuer en fait les besoins en emploi demain. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment parler de ces métiers pour intéresser les candidats. Nous avons souhaité organiser ce rendez-vous pour être mieux informés sur ces métiers, en savoir plus sur le contexte et les conditions de travail et également sur l'actualité des formations pour y accéder. Une petite précision, donc cette action s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs accompagnement et aide à domicile. Il s'agit d'une démarche tripartite entre l'État, la région, les départements et les partenaires sociaux qui s'engagent sur plusieurs objectifs partagés autour de l'emploi, des compétences, de l'orientation et de la formation. À noter, donc, le public cible des actions de ce contrat d'objectifs est les personnes âgées autonomes ou dépendantes et les personnes en situation de handicap. Et donc, dans ce webinaire, et notamment en ce qui concerne la première partie sur les éléments de contexte breton, nous allons également faire un focus sur ce public concerné par le contrat d'objectifs. Voilà, donc aujourd'hui, nous recevons plusieurs personnes pour nous parler de ces métiers. Alors, Salim Ben Messaoud, Salim est donc un collègue du Greffe Bretagne qui est chargé de mission au pôle Observatoire Emploi-Formation et il nous apportera des éléments sur le contexte breton et nous présentera la diversité des métiers. Bonjour Salim. Bonjour Sylvie. Nous avons également 3 intervenantes qui représentent les différents types d'employeurs, donc publics, associatifs et particuliers employeurs, qui vont donc échanger avec vous sur les métiers et les conditions de travail. Donc, nous recevons Anne-Charlotte Cade, qui est donc directrice de l'UNA Bretagne et qui interviendra au nom de la branche de l'accompagnement et de l'aide à domicile et qui représente donc les associations bretonnes suivantes, l'ADEDOM, l'ADMR et donc l'UNA Bretagne. Bonjour Madame Cade. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons également Pauline Rioux qui représente le particulier emploi et qui est animatrice régionale pour les Pays de la Loire. Bonjour Madame Rioux. Bonjour. Également Madame Simon, Élodie Simon, qui est directrice du CCAS de Combourg et qui témoignera de la manière dont s'organisent les services d'aide à domicile dans le CCAS de Combourg. Bonjour Madame Simon. Bonjour. Et puis enfin, Stéphanie Gouret, donc chargée de mission animation des formations sanitaires et sociales à la région Bretagne et qui nous présentera le panorama des formations existantes et les actualités récentes sur ces formations. Bonjour Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on est ensemble pendant 1 heure. Je suis accompagnée de Marie-Claire May, qui est donc chargée de mission animation et accompagnement des professionnels et également animatrice de la communauté La Place pour le Greffe Bretagne et donc qui est déjà en interaction avec vous sur le chat. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions puisque c'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Hein. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions aux différents intervenants dans le chat. On prendra un temps spécifique dédié en fin de webinaire pour les relayer et puis au fur et à mesure également de ce webinaire, j'essaierai moi de relayer vos questions au fur et à mesure. Donc, pour commencer, je vous propose un petit sondage avant de passer la parole donc à nos intervenants, un sondage avec 2 questions. Un sondage avec 2 questions pour connaître les tendances ou plutôt, on va dire, votre sensibilité par rapport à ces métiers. Alors, donc, première question, actuellement, est-ce que vous avez dans votre entourage une personne qui fait appel à un service d'aide à domicile ? Et puis, deuxième question, dans l'idéal, est-ce que vous-même, vous souhaiteriez vieillir à domicile ?
Voilà, donc je vais partager les résultats avec vous. Alors, on va dire là, on est vraiment sur du 50-50. 50% d'entre vous, donc parmi ceux qui ont répondu, bien sûr, connaissent quelqu'un donc dans leur entourage qui fait appel à un service d'aide à domicile. Et donc, dans l'idéal, souhaiteriez-vous vieillir à domicile? Donc, on n'a aucune réponse négative. On a donc 83% de oui. Et puis, évidemment, des personnes qui ne sont peut-être pas encore posé ce type de questions. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas pour ce premier sondage qui donne voilà, quelques éléments. Je pense que peut-être les intervenants réagiront sur le sondage au fur et à mesure. Mais donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais donc proposer donc, à Salim donc, de nous éclairer sur le contexte breton avec quelques chiffres clés. On va commencer donc par toi, Salim. Est-ce que tu peux nous rappeler donc le contexte démographique actuel en Bretagne et quels sont les enjeux à venir sur les métiers donc, de l'accompagnement et de l'aide à domicile? Tout à fait, Sylvie. Donc, pour ce qui est du contexte démographique en Bretagne, il est à l'image de la tendance nationale, en fait, marquée par un vieillissement de la population qui s'est intensifié ces dernières années. Et donc, ce graphique, il nous montre la croissance de la population bretonne âgée de 75 ans et plus. Le focus ici, il est porté sur cette population parce qu'elle fait beaucoup appel aux services d'accompagnement et d'aide à domicile. À l'image aussi du sondage, c'est près de 50% de cette population qui fait appel à des professionnels. Et donc, en 2002, cette tranche, elle représentait 8% de la population, donc 250 000 personnes. Et actuellement, en fait, c'est 11% de la population qui est âgée de 75 ans et plus, c'est-à-dire plus d'un Breton sur 10, il fait partie de cette population. Et donc, selon les projections de l'INSEE, cette population va progresser rapidement durant les années à venir et elle représentera près de 16% de la population, donc 600 000 personnes environ. Donc, 600 000 personnes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la population actuelle du Finistère. Donc, au regard en fait de ce contexte démographique, Sylvie, l'enjeu est très grand pour les métiers de l'accompagnement et de l'aide à domicile, car si la demande sur ces métiers, elle est actuellement très prononcée en Bretagne, elle va s'intensifier durant les années à venir, au même titre que le vieillissement de la population bretonne. Oui, c'est des chiffres effectivement qui parlent. On passe de 380 000 actuellement à 610. Effectivement, c'est une croissance très, très importante. Oui. Merci pour ces éléments. Salim, est-ce que tu pourrais également, pour qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair, nous présenter en fait les différents métiers en fait, parce que l'aide à domicile, ça regroupe divers métiers. On en entend parler, mais voilà, on ne fait pas toujours bien la différence entre les différents métiers. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, tout à fait, Sylvie. Donc, effectivement, le secteur, il regroupe plusieurs métiers qui peuvent s'exercer à domicile par des professionnels qui interviennent pour diverses raisons auprès des usagers. Et donc, un des principaux motifs d'intervention à domicile, c'est l'aide à la vie quotidienne, qui va différer selon si la personne, en fait, cette aide elle diffère selon si la personne âgée est autonome ou dépendante. Donc, pour la réalisation des activités de la vie quotidienne, donc activités de la vie quotidienne, le lever, coucher, préparation des repas, toilettes, ainsi de suite. Donc, et on retrouve aussi des interventions pour des fonctions de coordination et de continuité des soins, qui sont principalement assurées par les aides-soignants et les assistants de soins en gérontologie. Et pour revenir à ta question des métiers, on retrouve pour l'aide à la vie quotidienne auprès des personnes autonomes les métiers d'employé familial et d'assistante de vie familiale. Et pour les personnes non autonomes ou dépendantes, donc personnes âgées et personnes en situation de handicap, on retrouve notamment les métiers d'auxiliaire de vie, accompagnant éducatif et social,
technicien de l'intervention sociale et familiale, assistant de vie aux familles et assistant de vie dépendance. Et pour, pour la continuité des soins, comme cité, elle est assurée en fait par les aides-soignants et les assistants en soins en gérontologie. D'accord, merci. Ça donne déjà un panorama, on va dire, un petit peu classé des différents métiers. On reviendra, je pense, sur ces éléments ensuite avec nos intervenants. Je crois qu'il y a une autre particularité qui est à souligner, en fait, par rapport à ces métiers, notamment, c'est le mode de délivrance des services et la diversité des employeurs. Tout à fait. Donc, pour bénéficier en fait d'un accompagnement et d'une aide à domicile, l'usager il peut être un particulier employeur et donc être l'employeur direct du salarié avec qui voilà, il établit un contrat de travail pour lequel il peut être assisté par une structure mandataire pour l'aider dans les démarches administratives, ainsi de suite, ou passer par le mode prestataire et le cas échéant, il fait appel à une structure, soit une association, un CCAS, une entreprise privée qui mette des salariés à disposition, des salariés qui interviennent selon les besoins des personnes. D'accord, merci beaucoup Salim pour ces premiers éléments. Nous allons donc passer à la deuxième partie. Sur les conditions de travail. Donc, on va aborder cette question, quelles sont les conditions de travail dans les métiers de l'accompagnement et de l'aide à domicile. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit nuage de mots où vous allez pouvoir répondre à cette question. Donc, vous pouvez en écrire un ou deux mots. En un ou deux mots, en tout cas quelque chose d'assez court, quelles sont les représentations des personnes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'aide à domicile? Je n'ai pas accès au chat, mais oui, voilà, ça y est, je vois que ça commence à arriver. Donc, voilà, je vous laisse quelques secondes pour compléter ce nuage de mots. Je vois que les intervenants sourient, donc je suppose que ça doit les faire déjà réagir. Voilà. Alors, je peux commencer à essayer de les lire, même s'il commence à y en avoir quand même pas mal. Donc, relations humaines, être utile, altruisme, des salaires trop bas, travail le week-end, manque de reconnaissance, horaire de coupure, utilité, des salaires trop bas, autonomie, un métier de femme. Voilà. Et puis, donc, ce que je vais proposer, donc voilà, on a quand même un beau nuage de mots. Donc, celui qui arrive en premier, c'est le manque de reconnaissance. Et puis, on va se tourner vers nos trois intervenantes. Peut-être Élodie Simon, pour commencer. Madame Simon, donc vous qui êtes directrice du CCAS de Combourg, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organisent les interventions à domicile et les plannings? Comme ça, on va déjà répondre un petit peu aux horaires de coupe. Donc, nous intervenons au domicile d'usagers. Donc, notre amplitude horaire, c'est de 7h à 20h. Après, dans les faits, concrètement, c'est plutôt, on a peu de demandes, on va dire entre 7h et 8h. Donc, ça commence généralement vers 8h jusqu'à 18h30. C'est vraiment ce qui est régulier. Les contraintes, elles sont amenées en effet à travailler le week-end. Donc, c'est un week-end sur 4, donc un week-end par mois. Et par conséquent, elles ont un jour de repos. Alors, c'est vrai que je dis elles parce qu'on a essentiellement des femmes, mais on peut aussi avoir des hommes. Donc, les aides à domicile ont un jour de repos fixe, un avant et un après, ce qui permet de s'organiser. Leur travail de week-end, elles ont connaissance de leur organisation un an à l'avance. Donc, ça donne quand même une régularité. Après, en effet, elles peuvent travailler tôt le matin, tard le soir. Il y a souvent cette pause du midi. Par contre, on prend en compte aussi leurs contraintes personnelles, c'est-à-dire qu'on a un planning qui est fait pour chaque agent et usager qui est répété chaque semaine. Donc, il y a une certaine régularité.
Et si un agent nous demande de ne pas travailler, les agents peuvent choisir de ne pas travailler certaines demi-journées et c'est répété chaque semaine. D'autres préfèrent finir plus tôt certains soirs puisqu'elles ont leurs enfants à récupérer. On s'adapte à chaque contrainte, je dirais, des agents. Certains agents ont pour souhait et volonté de tendre vers un temps complet. Donc vraiment, le souhait des élus est d'être vigilant à cette demande. Et on a aussi un certain nombre d'agents qui demandent à avoir des indisponibilités avec des demi-journées non travaillées et des temps partiels donc demandés pour avoir une activité professionnelle à côté, en fait. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Merci. Est-ce que du côté des particuliers employeurs, Madame Rioux, est-ce que quand on est donc plutôt, on va dire, son propre employeur, est-ce que du coup, ça change quelque chose pour les personnes qui travaillent? Alors oui, ça c'est un gros avantage du secteur. Lorsqu'on est salarié du particulier employeur ou comme on dit plus familièrement en CESU, finalement on est en complète maîtrise de son planning et de son volume horaire puisqu'on décide soi-même en tant que salarié d'accepter ou pas un contrat. Et puis surtout, on est en Dans libre la réalité, dans les faits, comment ça se passe concrètement? Parce qu'effectivement, est-ce que c'est possible d'organiser son temps de travail sur la journée, de choisir Complètement, puisqu'on est en libre négociation avec son employeur. Et si la demande de l'employeur ne nous convient pas, ben, on est libre de ne pas accepter ce contrat-là. Donc, dans Voilà. les faits, on constate qu'il n'y a pas tant d'horaires de césure. Ben non. Si je suis jeune maman et que je tiens à amener mes enfants tous les jours à l'école, le matin, à les récupérer le soir, je fais en sorte de ne pas accepter certains contrats sur ces horaires-là, ou alors je négocie directement avec les particuliers employeurs, qui sont bien souvent aussi ouverts aux discussions. D'accord, sur la question on a également abordé un petit peu la question du temps de travail, temps complet, temps partiel. Alors, ce sont souvent des missions assez courtes, voilà, comme pour les autres structures, je pense. Donc, les salariés du particulier employeur ont bien souvent plusieurs employeurs. Voilà, ça c'est très très souvent, c'est même la majorité. Donc, ça va être des petits temps partiels, mais dans la globalité, on va se retrouver à un temps plein, si on cumule toutes les heures auprès des particuliers employeurs. D'accord. Madame Cad, est-ce qu'on peut vous entendre pour ce qui concerne le secteur associatif? Est-ce que, voilà, au niveau des horaires, au niveau du temps de travail, quels sont les éléments? Alors, pour le temps de travail, donc, en fait, les associations, la branche de l'aide à domicile, propose comme ça a été dit, c'est vrai qu'on propose de plus en plus des contrats à durée indéterminée, donc des CDI ou CDD, et on s'adapte aussi à la demande des candidats. Les temps de travail varient de 70% à 78% en fait, d'un temps complet. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions notables au niveau de l'augmentation des temps de travail. Et c'est vrai qu'on essaie aussi de répondre aux besoins des salariés, certains qui préfèrent être à temps partiel parce que ça convient mieux et contribuer leur vie personnelle et professionnelle. Concilier les deux, c'est plus simple pour eux. Donc voilà, on est obligé de plus en plus de s'adapter à la demande aussi. Par contre, dans les associations qui relèvent de la branche, on privilégie bien sûr le mode prestataire. Donc les salariés qui interviennent au domicile sont donc salariés de l'association. Et ça nous a permis ainsi d'augmenter les temps de travail en fait pour les salariés. Et puis, on parlera des rémunérations aussi qui ont été revalorisées. Écoutez, allons-y sur les revalorisations effectivement salariales, puisqu'effectivement, ça faisait partie aussi du nuage de mots. Hein, effectivement, on avait peu payé, il y a plusieurs autres termes dans ce sens-là. Donc, je vous laisse la parole, Madame Cad, par rapport à ça. Oui, depuis le 1er octobre 2021, on a pu bénéficier d'une revalorisation de 13 à 15% de l'ensemble des salaires
tous les salariés, hein, que ce soit le personnel d'intervention, mais aussi le personnel administratif, ont été revalorisés et c'était vraiment une nécessité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est vrai qu'au niveau on prend beaucoup plus en compte maintenant le parcours de la personne, ses diplômes, ses missions, et donc il y a des possibilités d'évolution qui sont beaucoup plus valorisantes. Et par exemple, une aide à domicile qui est titulaire du diplôme d'accompagnement éducatif et social pourra être rémunérée 1 892 €. Et avec les évolutions liées aux formations et à son expérience, on peut aller jusqu'à 2 100 € par mois. Donc, c'est vrai que c'est très, très important de passer ce message aussi au niveau de l'ensemble des conseillers. Oui, merci d'être… On a une mauvaise image. Merci d'être concrète comme ça. Effectivement, ça donne vraiment des idées après pour pouvoir effectivement en échanger avec les personnes que les professionnels reçoivent. Madame Simon, au niveau du CCAS, sur la question des rémunérations, il y a eu une revalorisation également ? Alors, dans le secteur public, la revalorisation n'a pas eu lieu en même temps que dans le secteur privé, ce que nous regrettons, mais les arrêtés ministériels sont sortis, donc là, ça devrait être imminent pour avoir cette même revalorisation que le secteur privé, avec un financement de l'État et des départements. Donc là, nous, c'est la fameuse prime Ségur, et qui fera une revalorisation de 229 € en brut par mois, donc ce qui est quand même intéressant pour tous les agents. Donc également, on peut dans la fonction publique, en tous les cas au CCAS de Combourg, ce qui a été choisi, c'est de majorer les primes, le RIFSEP, le régime indemnitaire, pour les agents ayant des diplômes. Merci pour ces précisions. Dans le chat et puis sur le nuage de mots, il y avait également la question des déplacements. Voilà, ce sont des métiers où il y a beaucoup en tout cas, on dit qu'il y a beaucoup de déplacements. Est-ce que ces déplacements sont pris en charge, pas pris en charge? Comment ça se passe? Madame Rioux? Oui, alors concernant les déplacements, il y a deux types de déplacements. Ceux qui sont demandés dans le cadre de l'activité du professionnel, donc par le particulier employeur, là vont bien sûr être pris en charge à travers l'indemnisation par l'indemnité kilométrique. Effectivement, les déplacements domicile, travail ou entre deux lieux d'intervention, eux, ne sont pas pris en charge par les particuliers employeurs. Par contre, comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est de négocier pour les salariés, c'est qu'ils peuvent négocier en direct leur salaire. Donc, ils peuvent prendre en compte ces déplacements-là pour négocier notamment leur tarif horaire. D'accord, je vous remercie. Il y avait un autre terme dans le nuage de mots autour de la notion d'équipe de travail, de solitude dans le métier. Madame Cad, dans le champ associatif, comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'on recherche bien sûr des personnes qui sont autonomes, qui ont des capacités à prendre des initiatives parce qu'elles interviennent souvent seules au domicile, mais elles travaillent en équipe, ça c'est très important. On n'a pas une aide à domicile pour une personne accompagnée, ce sont des équipes pluridisciplinaires de plus en plus. Et il y a bien entendu un responsable, un référent qui est le responsable de secteur pour les aides à domicile ou l'infirmier coordonnateur pour les aides-soignants. Et les personnes ne sont pas seules en fait. Et ce qui est important aussi, c'est que maintenant on utilise des smartphones depuis plusieurs années d'ailleurs, et il y a une relation perpétuelle en fait entre le référent responsable du service et l'équipe d'intervention. Et on travaille aussi en lien avec des partenaires. Donc, ça peut être des infirmiers libéraux, des pédicures, des kinés. Donc, c'est vraiment un travail de plus en plus en équipe et en coordination. Merci. Dans le chat, il y a une question qui dit « Mais comment faire pour parler aux jeunes qui sont en formation, comment parler positivement de ces métiers ?» Alors, Madame Simon, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, décrire aussi nos missions
parfois, il y a le volet de l'entretien du logement qui ressort et c'est restrictif. Il n'y a pas que ces missions, il y a besoin de plus de compétences et un accompagnement dans la globalité. Oui, juste, excusez-moi, effectivement, pour rebondir sur les mots du nuage de mots, il y avait beaucoup également mise en avant l'altruisme, la relation humaine, voilà, prendre soin de l'autre, etc. Là, les agents aussi, ce qu'ils apprécient, c'est d'être au domicile des personnes, un peu entrer dans leur intimité et de les accompagner, de prendre le temps, de s'adapter à leur rythme. Et c'est bien, on vient à leurs horaires qui leur correspondent. Si la personne a l'habitude de manger à 11 heures, eh bien, on va aller à 11 heures. Et c'est pas on s'adapte à leurs besoins. Madame Rioux, un message, un argument pour convaincre donc ces personnes de s'orienter vers les métiers. Mais je rejoins ce qui a été dit, ce sont des métiers de l'humain. Les personnes qui travaillent auprès de personnes âgées, dépendantes, c'est leur lien à la société. Donc, ce sont vraiment des beaux métiers. Et puis après, peut-être du point de vue de l'attractivité, il faut savoir que du côté de l'emploi en direct, il y a une nouvelle convention collective qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 et les partenaires sociaux ont fait de gros efforts de négociation et cette convention collective apporte de nouveaux droits, aussi bien individuels que collectifs aux salariés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire, Madame Rioux, également sur le fait que ce sont des métiers qui sont physiques ? Oui, c'est vrai, ce sont des métiers qui sont physiques, mais c'est pourquoi il existe des formations justement parce que pour développer ces compétences, ce sont des gestes que l'on acquiert. Donc, c'est vraiment très important de savoir que les salariés peuvent être accompagnés pour justement acquérir ces gestes spécifiques et développer leurs compétences tout au long de leur carrière. D'accord, merci. Madame Kat, peut-être également un argument, une idée pour donner envie à ces jeunes ou moins jeunes de s'orienter vers ces métiers? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge et hommes, femmes, jeunes ou personnes en reconversion, il faut vraiment leur dire voilà, que ce sont des métiers d'avenir qui évoluent sans arrêt, des métiers où on forme régulièrement les salariés. On est un secteur où il y a beaucoup de formation continue, des métiers d'aide et le sentiment d'être utile, de répondre vraiment aux souhaits des personnes de rester chez elles. Et c'est vrai que les employeurs ne cessent de proposer des améliorations des conditions de travail. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que maintenant vous avez aussi des mutuelles, des chèques vacances, des chèques cadeaux. Enfin, on essaie vraiment de fidéliser le plus possible et de répondre au mieux aux attentes. Et on en parlera tout à l'heure aussi, je pense, mais il y a des possibilités aussi d'évoluer, de mobilité professionnelle. Donc ça, c'est important parce qu'on sait notamment que les jeunes veulent évoluer de plus en plus. Et ça, il y a des passerelles et c'est tout à fait possible. Donc c'est important de le dire qu'on peut rentrer comme aide à domicile parfois sans diplôme et puis évoluer vers un métier d'aide-soignant pour ceux qui le souhaitent. Merci Madame Kat, ça nous fait effectivement une belle transition vers notre partie sur la formation et l'évolution professionnelle. Je vais peut-être faire un autre petit sondage. D'après vous, est-ce que diplôme ou certification sont obligatoires pour assister une personne en situation de handicap, une personne âgée ou une personne atteinte de pathologie chronique dans les actes quotidiens de sa vie? Voilà, je vais partager les résultats du sondage pour que vous puissiez les voir. Alors, pour 31 personnes, 70% disent oui, il faut une certification, un diplôme. Et donc, 13 personnes, donc 30%, disent non. Alors là, je vais laisser la parole à Stéphanie Gouret qui va nous donner quelques précisions par rapport à cette question. Stéphanie ? Oui, alors c'est vrai que certains métiers du secteur de l'accompagnement et de l'aide à domicile sont accessibles sans diplôme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la formation est un levier pour exercer ces métiers de lien et qui permet également d'évoluer professionnellement.
comme le précisait Madame Cade tout à l'heure. Alors, les formations qui conduisent au secteur de l'accompagnement, de l'aide à domicile sont variées et de différents niveaux de formation. Elles s'adressent à des publics de divers horizons, allant des jeunes en formation initiale ou des personnes aussi qui sont en situation de recherche d'emploi et ou en reconversion professionnelle. Alors, ces formations, donc, elles ont chacune leur spécificité avec un fil conducteur commun qui est celui d'être à l'écoute des personnes accompagnées à leur domicile. Alors, si là, je vais vous présenter une liste non exhaustive de ces formations, mais qui a pour but justement de vous éclairer. Alors, il y a d'une part les diplômes nationaux qui relèvent donc des autorités académiques. Donc là, vous avez des formations de niveau 3, qui s'adressent aux élèves sortant de 3e d'une durée de 2 ans. Donc, ce sont donc des certificats d'aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial et collectif, et également donc le certificat d'aptitude professionnelle agricole, spécialité service aux personnes et vente en espace rural. Et d'autre part, donc, sur ces diplômes nationaux, vous avez également donc, des formations de niveau 4 qui sont les baccalauréats professionnels, qui sont également accessibles aux élèves qui sortent de 3e et là, qui sont d'une durée de 3 ans. Donc, vous avez le baccalauréat professionnel, accompagnement, soins et services à la personne, qu'on entend communément souvent ASSP, et le baccalauréat professionnel, services aux personnes et au territoire, où là, c'est donc le bac pro SAPAT. Donc, voilà pour ce qui est de ces diplômes nationaux. Alors, juste une précision par rapport au bac professionnel. Donc, les 2 bacs que j'ai mentionnés, là, sont en cours de rénovation. Et justement, il peut y avoir aussi, avec ces bacs professionnels, des passerelles vers le diplôme d'État d'aide-soignant. Ce qui me permet d'enchaîner justement sur ces diplômes d'État. Donc, vous avez la formation accompagnant éducatif et social de niveau 3, où là, vous êtes sur un parcours de formation d'1 année. La formation d'aide-soignant de niveau 4, donc également un parcours de formation d'1 année, et la formation de technicien en intervention sociale et familiale, donc d'une durée de 2 ans. Alors, ce qu'on souhaitait aussi vous apporter, c'est montrer aussi des perspectives professionnelles, mais aussi, il y a les infirmiers exercent aussi dans le secteur de l'aide à domicile. Alors, la formation d'infirmier, on est sur une formation de niveau 6 qui dure donc 3 ans, avec donc là une sélection sur la plateforme Parcoursup. Alors ensuite, il y a des titres professionnels qui permettent d'exercer dans le secteur de l'accompagnement et de l'aide à domicile. La formation d'assistant de vie aux familles, donc de niveau 3, qui est d'une durée de 7 mois et qui peut également être complétée par un certificat complémentaire de spécialisation sur le handicap. Alors, au niveau de la région Bretagne, dans le cadre de Qualif Emploi Programme, donc qui est destiné aux demandeurs d'emploi, c'est vrai que l'offre de formation est organisée en fait en 6 plateformes dites métiers de l'aide à la personne à domicile ou en structure, et donc qui permet l'accès au titre professionnel d'assistant de vie aux familles et assistant de vie dépendance. Alors, il s'agit là d'une offre de proximité, puisqu'elle est mise en œuvre sur 23 sites et ça représente près de 640 parcours par an. Stéphanie, je crois qu'il y a eu des évolutions, et d'ailleurs, les personnes le redisent également dans le chat, il y a eu des évolutions de certains référentiels, je crois. Oui, tout à fait. Alors, en fait, en septembre 2021, donc, il y a eu des évolutions pour le diplôme d'accompagnant éducatif et social et aide-soignant. Alors, pour la formation d'aide-soignant, en fait, le niveau est passé du niveau 3 au niveau 4. La formation aussi a été allongée d'environ 1 mois. Donc, on est vraiment sur un parcours de formation d'1 année.
Et donc, il y a 5 blocs de compétences pour cette formation, avec un bloc équivalent avec celui d'accompagnant éducatif et social. Et une autre évolution par rapport à cette formation, c'est que désormais, il peut y avoir plusieurs rentrées sur une année. Donc, sur la région Bretagne, donc par exemple, on a une rentrée en septembre, et il y a d'autres rentrées qui peuvent être organisées entre le 2 janvier et le 31 mars. Pour la formation d'accompagnant éducatif et social, alors là, il y a eu aussi un nouveau référentiel. Alors, avant, on avait 3 spécialités sur ce diplôme, qui étaient spécialité domicile, structure, éducation inclusive et ordinaire. Donc, dans ce référentiel, il y a eu une fusion de ces spécialités. Il y a également eu un allongement de la formation d'environ 42 heures. Et c'est également donc une formation en bloc de compétences, 5 blocs, avec un équivalent, donc avec la formation d'aide-soignant. Stéphanie, dans le chat, une personne nous demande est-ce qu'on a des éléments sur les taux d'insertion par rapport à ces formations? Alors, je ne les ai pas avec moi, mais oui, bien sûr, il y a des enquêtes d'insertion qui sont menées justement par le Greffe Bretagne. Après donc l'obtention du diplôme. D'accord, donc ça sera consulté sur le site du Greffe. Tout à fait, avec des très bons niveaux d'insertion. Merci. Par rapport aux formations, je voulais juste rebondir aussi, puisque il y a aussi des formations pour le secteur du particulier employeur, avec les formations d'assistant vie dépendance et employé familial, qui sont donc là des formations de niveau 3. Et ce sont des titres, en fait, qui se composent de 8 blocs de compétences avec un tronc commun de 4 blocs. D'accord, merci Stéphanie. Je crois qu'il y avait également le fait que la région, donc suite au Ségur de la santé, a augmenté le nombre de places disponibles sur certaines formations, à peu près 1000 places supplémentaires entre 2021 et 2022. Oui, c'est ça. Alors, en fait, dans le cadre du Ségur de la santé, donc la région a fait évoluer de manière très significative l'offre de formation. Alors, cette offre, elle concerne 3 formations. Il y a la formation d'infirmier, aide-soignant et accompagnant éducatif et social. Donc, comme tu le précisais, Sylvie, ces augmentations, elles vont être échelonnées entre les années 2021 et 2022. À l'échelle de la région Bretagne, donc cela représente une hausse de 20% pour les formations d'infirmiers et d'accompagnants éducatifs et social. Et pour les aides-soignants, ça représente une hausse de 50%. Et donc, c'est vrai que ces créations de formation, cette augmentation, ça vise vraiment à répondre aussi aux besoins en recrutement qui sont exprimés par les employeurs sur l'ensemble du territoire breton. Merci Stéphanie. Je vous propose d'arrêter le partage d'écran et puis peut-être de voir, donc là on parlait des formations de manière générale, de la formation initiale, la formation continue, mais peut-être avoir également le retour de Madame Rioux au niveau des particuliers employeurs. Comment ça se passe pour se former dans ces métiers ? Alors, comme je disais tout à l'heure, il est évidemment possible de se former. Donc, la partie formation, voilà, c'est notre partenaire Hyperia qui s'en charge. Hyperia étant la plateforme nationale de professionnalisation donc de l'emploi à domicile. Et Hyperia élabore, certifie, déploie le programme de professionnalisation sur le territoire et puis labellise un réseau d'organismes de formation. Et donc, il existe, Madame Gourel a évoqué tout à l'heure des titres de branches qui sont composés de 8 blocs de compétences, eux-mêmes composés de modules. Donc, pour assistant de vie dépendance, assistant de vie aux familles ou bien employé familial. Et en parallèle de ces titres, il est aussi possible, il existe des certifications qui permettent d'accompagner les salariés au fur et à mesure de leur carrière et puis surtout d'adapter leurs pratiques à leurs besoins à eux, mais aussi aux besoins de leurs employeurs, de leurs particuliers employeurs. Donc, il est tout à fait possible
pour les salariés, soit d'obtenir un titre, soit effectivement de passer des certifications elles-mêmes reconnues aussi, inscrites au répertoire national, des certifications professionnelles. Et puis, il faut savoir que, et ça c'est très important de le noter, pour les salariés du particulier employeur, il est possible de se former tout au long donc de leur carrière grâce au plan de développement des compétences. Donc, qu'est-ce que ce plan de développement de compétences? Eh bien, chaque salarié, dès la première heure de travail, a le droit à 58 heures de formation par an sur leur temps de travail ou en dehors, mais il est possible pour eux de partir notamment sur leur temps de travail, donc en formation. D'accord. Merci. Madame Cat, peut-être de l'employeur, enfin public, est-ce que associatif, pardon, je me mélange. Est-ce que je crois que vous disiez qu'il y avait 65% du personnel qui est qualifié? Oui, tout à fait. Au niveau de la branche, donc on a un taux de qualification important. C'est vrai qu'on privilégie bien entendu les personnes qui ont un diplôme. Donc, tout ce qui a été présenté par Stéphanie Gouret montre bien la multitude de diplômes, de qualifications possibles. Donc, ça, c'est quand même important parce qu'on peut accéder à nos métiers via différents cursus. On va privilégier, nous, pour notamment les demandeurs d'emploi, les personnes sans qualification, la formation, le titre ADVF, qui est assistant de vie aux familles, qui convient tout à fait bien aux employeurs. Le diplôme d'État, bien sûr, accompagnant éducatif et social, auparavant auxiliaire de vie sociale, qui correspond aussi tout à fait. On forme, j'ai vu dans le chat, en alternance de plus en plus parce qu'on souhaite aussi travailler avec les organismes de formation qui proposent de l'alternance et ça nous permet d'avoir d'autres viviers. Donc, on le fait sur les différents métiers du domicile. Oui, d'ailleurs, dans le chat, il y avait également une question par rapport à l'apprentissage Bac Pro SAPAT à domicile. Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience? Est-ce que… J'en ai pas en tête, mais voilà, ce que je peux dire, c'est que globalement, on est ouvert à l'apprentissage, que ce soit pour les métiers d'aide à domicile, aide-soignant et TISF. C'est un peu plus compliqué pour nous, mais justement, ça me permet de rebondir et de vous dire qu'on est aussi sensible au tutorat et qu'on souhaite de plus en plus former des salariés au tutorat pour mieux intégrer les personnes, parce que je sais que c'est aussi la période d'intégration et peut faire peur en fait aux personnes qui débutent. Et donc, on a fait des efforts à ce niveau-là et c'est vrai qu'on monte des dispositifs complets avec du tutorat tout au long, dès la période d'immersion de stage jusqu'à l'embauche et même après l'embauche. Donc, ça, c'est un point important à mettre en avant également. Salim, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, tout à l'heure, on évoquait la question de l'insertion en fait, des diplômés. Et au niveau des enquêtes menées par le Greffe Bretagne, ce qui ressort principalement, c'est un taux d'insertion très élevé, notamment pour les diplômes d'État mentionnés tout à l'heure par Stéphanie, où on est sur des taux d'insertion qui dépassent 90% en général et qui peuvent atteindre 95% pour certains diplômes et dans certaines années. Donc, juste pour le mettre le point dessus. Oui, merci beaucoup Salim. Je crois que Marie-Claire vous a mis les liens dans le chat pour ceux qui veulent en savoir plus également. Je vais peut-être justement laisser un peu la parole à Marie-Claire pour quelques questions que je n'aurais pas repérées dans le chat. Effectivement, vous êtes nombreux et puis vous posez beaucoup de questions, c'est super. Donc, peut-être, Marie-Claire, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions qu'on pourrait poser à nos intervenants? Oui, il y avait des questions. Alors, pour revenir un petit peu sur les salaires et les plannings, etc., il y avait une question. Donc, est-ce que les temps de déplacement étaient compris dans les plannings évoqués, etc. Enfin, comment ça s'organisait? Et aussi, est-ce que les salaires annoncés étaient bruts ou nets?
Alors, sur la question des déplacements, je ne sais pas, alors je crois que Madame Rioux, vous aviez déjà un petit peu pris la parole sur cette question. Au niveau du CCS, par exemple, comment ça se passe au niveau des déplacements? Alors nous, il y a un temps d'intervacation entre deux interventions qui est rémunéré. Ça fait partie de leur temps de travail. Et donc, étant donné que c'est uniquement les déplacements sur la même structure, la résidence administrative, on ne peut pas rémunérer les déplacements pour chaque trajet, mais il y a une indemnité qui est donnée chaque mois, en fait. D'accord. Pour les associations, Madame Cad? Alors, pour les associations, donc, il y a une indemnité kilométrique qui est de 0,35 € du kilomètre. Par contre, il y a des associations qui ont décidé de l'augmenter. Donc, ça peut aller jusqu'à 0,40 € du kilomètre. Et là, du fait de la hausse du carburant, il y a aussi des efforts qui sont faits par des associations depuis le début de l'année pour verser des compléments. Voilà. Et autrement, bien sûr, les temps de déplacement sont également financés, en fait. Entre deux séquences consécutives d'un domicile à l'autre, le Ça temps fait est partie du temps de travail. Oui, c'est ça. D'accord. Et je crois que c'est vous qui nous annonciez donc des chiffres donc pour les salaires. Est-ce qu'il s'agissait de salaires nets ou bruts? Il s'agissait de salaire brut. D'accord. Peut-être une ou deux autres questions, Marie-Claire? Et autrement, il y avait une question sur comment éviter un turnover plus qu'élevé. C'était lorsqu'on parlait aussi de comment parler positivement de ces métiers aux futurs professionnels. D'accord, sur la question du turnover, effectivement. Alors peut-être plutôt au niveau des associations ou au niveau du public. Est-ce que vous avez des éléments? Madame Cad. Alors, le turnover, je pense que c'est des salariés, en fait. C'est ça? Je suppose que c'était ça, oui. Oui. Oui, alors c'est vrai qu'on souhaite fidéliser les salariés, en fait, parce qu'on sait que notre secteur a parfois une image négative ou qu'il peut y avoir des risques d'usure professionnelle aussi, parce que c'est un secteur qui n'est pas facile. Et pour cela, on met en place des diverses actions de prévention des risques professionnels, de formation, je l'ai déjà indiqué, et on met en place aussi, on a d'ailleurs une étude actuellement au niveau de notre union sur toutes les organisations innovantes et on réfléchit beaucoup sur des nouvelles formes de management, l'évolution des organisations pour fidéliser, maintenir le personnel en poste et essayer de travailler sur le bien-être au travail parce que c'est vraiment important. Donc, on a multiples actions et c'est vrai qu'on réfléchit aussi beaucoup sur tout ce qui est davantage d'autonomie dans le travail. Donc, on entend beaucoup parler d'entreprises libérées, d'équipes autonomes, de collectifs qui s'organisent. Et c'est vrai qu'on s'inspire aussi de ces mouvements pour essayer d'évoluer aussi au niveau de nos organisations. Donc, c'est un souci permanent pour nous, en fait, d'éviter le turnover parce que forcément, la qualité du service et des prestations sera impactée s'il y a un turnover. Mais c'est pour ça qu'on a aussi besoin de travailler en lien avec tous les acteurs de l'insertion pour essayer de faire découvrir des métiers oui, de votre côté, vous avez également besoin de recruter et puis d'avoir effectivement un vivier plus élargi pour éviter. C'est ça, parce que comme les équipes, il y a des postes vacants, ça peut impacter aussi les salariés en poste. Donc, il est important qu'on arrive à recruter davantage de personnel. D'accord, merci. Au niveau du CCAS de Combourg, Madame Simon? Oui, je rejoins Madame Cad, en effet, sur les... moins on a de professionnels et plus les conditions de travail sont difficiles pour les agents. Donc, c'est pourquoi des fois, on refuse certains nouveaux usagers pour ne pas
compliquer et rendre des conditions de travail, dégrader les conditions de travail. Après, on essaye aussi par le biais de la formation. Donc, il y a tout l'aspect qualifiant, mais il y a aussi la formation tout au long de sa carrière. Donc, dans la fonction publique, il y a le biais du CNFPT et on est aussi soutenu par l'UDCCAS. Par exemple, on a pu mettre en place des groupes d'analyse de la pratique avec des psychologues. Donc, c'est des temps qui sont appréciés par les professionnels où elles peuvent se retrouver et parler aussi des difficultés qu'elles rencontrent au domicile. On évoquait aussi par rapport au port de charge, et ça revient aussi à la question où les personnes peuvent se blesser, mais on les accompagne par le biais de la formation, et puis on est aussi vigilant et on travaille aussi avec les ergothérapeutes pour mettre à disposition du matériel. Voilà, on peut solliciter des ergothérapeutes qui peuvent intervenir chez les gens et qui vont pouvoir proposer un matériel adapté aux personnes et pouvoir aussi former nos salariés à l'utilisation de ce matériel, en fait. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie tous et toutes. On arrive au terme de notre webinaire. Je vais donc conclure. Juste en complément d'information, je vais demander à Marie-Claire de vous mettre dans le chat donc une infographie de Pôle emploi contre les idées reçues sur les métiers de l'accompagnement et de l'aide à domicile. Également, donc, vous retrouverez des informations sur les métiers et les formations sur la plateforme IDEO, notamment une publication sur le sanitaire et social. Et puis, à venir prochainement, une nouvelle publication donc en cours sur ces métiers. Enfin, toujours sur la plateforme IDEO, des fiches métiers très complètes, un accès au site Cléor pour des informations complémentaires sur des statistiques générales et locales sur ces métiers, les conditions de travail et l'emploi. Donc, je remercie donc chacun et chacune des intervenants. Je salue également les collègues de la région Bretagne avec lesquels on a préparé donc cette action. Je vous annonce également que notre prochain rendez-vous du greffe s'intitule « Les voies de l'insertion en Bretagne, témoignages de porteurs de projets ». Et donc, on vous invitera à venir découvrir 2 projets d'insertion à destination des jeunes et des réfugiés. Donc, ce seront 2 lauréats des appels à projets financés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Et ça sera le 16 juin prochain. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes. Merci pour votre intervention, merci pour votre participation active sur le chat et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.